Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir Vincent Grillon qui a séjourné récemment à Hong Kong et qui nous propose un décryptage des mouvements de contestation qui durent depuis plusieurs mois dans les régions administratives spéciales de Hong Kong. Bonjour Vincent. Bonjour Léna. Qu'est-ce qui déclenchait ce mouvement et comment les choses évoluent-elles aujourd'hui? Elena, c'est d'abord un fait divers qui met le feu aux poudres. Un couple de Hongkongais se rend à Taïwan, le jeune homme tue sa compagne, puis revient à Hong Kong. Or, il n'est pas possible d'extrader un criminel de Hong Kong vers Taïwan. Le pouvoir exécutif de Hong Kong, dirigé par Carrie Lam, réfléchit donc à la mise en place d'une loi. Mais cette loi inquiète les mouvements pro-démocratie et les avocats, car elle impliquerait évidemment qu'une telle extradition inclurait aussi Pékin. Évidemment, on peut penser au délit d'opinion et à la possibilité d'extradition sur place. Cela provoque les premières manifestations de masse à partir du mois de juin, et c'est la situation que nous connaissons encore aujourd'hui. Bien que, en septembre, la fameuse loi ait été retirée. Car il faut savoir que les manifestants ont assorti au retrait de cette loi 4 autres mesures qu'ils mettent dans un paquet de 5 mesures qui doivent être obligatoirement retirées. Vincent, quels sont les fondements de ce mouvement? Est-ce qu'on peut parler de causes politiques autant que sociales? Alors, des causes politiques d'abord, voyons qui manifeste. C'est la génération 1997, l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Cette génération, elle vit sous le régime d'un pays, de système, le régime de la région administrative spéciale de Hong Kong, un format qui va s'étirer jusqu'en 2047. Donc ces jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, sont dans cette fenêtre. Et ils veulent à tout prix préserver les acquis démocratiques issus des négociations entre les Chinois et les Britanniques. Ça a été la signature en 1984 d'une loi fondamentale. Puis ensuite, on l'oublie un peu, dans les années 90, sous la férule du dernier gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, de la mise en place d'acquis démocratiques et théoriquement la mise en place d'un suffrage universel pour voter et pour élire les représentants législatifs et exécutifs de Hong Kong. Néanmoins, il y a eu plusieurs mouvements. Ce mouvement actuel est le troisième et on peut penser que d'ici 2047, tant les angoisses sont présentes, il y ait d'autres mouvements. Il y a aussi des causes sociales. Nous sommes sur un territoire qui est un territoire extrêmement mondialisé, avec un des taux de l'immobilier les plus hauts du monde, avec le taux d'occupation par habitant les plus hauts du monde. Donc il y a des problèmes pour les jeunes pour se loger, pour fonder une famille, pour trouver, non pas un emploi, mais un bon emploi. Ce sont des gens très diplômés, très cultivés, mais qui ont la sensation de ne pas trouver des emplois à la mesure des efforts qu'ils ont fournis. Vincent, quelle est la position de Pékin? D'après vous, la Chine continentale compte-t-elle intervenir? Il n'y a pas de bonne solution pour Pékin. Une intervention, souvenons-nous de l'émoi qui a été causé par les manœuvres de la police armée populaire dans la région limitrophe entre Hong Kong et Shenzhen. Les médias internationaux, les réseaux sociaux sont emparés. Il faut dire aussi que la télévision centrale chinoise a utilisé ces images. C'était une manière de faire pression sur les manifestants, ce qui n'a visiblement pas fonctionné. En plus, le climat actuel est très peu favorable à Pékin. La guerre commerciale avec Washington, des élections au mois de janvier à Taïwan font qu'une intervention est très peu probable. En plus, on se souvient du précédent avec la place Tiananmen en 1989. D'un autre côté, on pourrait penser qu'un laisser-faire de Pékin pourrait être préjudiciable au niveau de son opinion publique. En fait, Pékin a plutôt bien géré ce côté-là en exaltant les valeurs patriotiques,
Et on voit d'ailleurs que certains étudiants de Chine continentale à l'étranger se mettent en opposition lorsqu'il y a certains mouvements pro-Hong Kong, pro-démocratiques qui se mettent en place. On l'a vu notamment au Canada et en Australie. Alors, que reste-t-il à Pékin? Finalement, d'attendre le pourrissement et que petit à petit, peut-être aussi servi par l'extrême violence et certaines techniques de black bloc mises en place par les manifestants, séparent un peu le camp des manifestants. En plus, Pékin compte sur Carrie Lam, la chef de l'exécutif, pour être un peu le fusible. Le problème étant qu'il reste encore 1 an de mandat à Madame Carrie Lam et que pour un fusible, ça fait encore très long. Donc nous en sommes dans une situation où finalement c'est le pourrissement qui est privilégié par Pékin. Vincent, dans le contexte que vous décrivez, est-ce que la région reste ouverte et surtout sécurisée pour les voyageurs? Comment se portent les entreprises installées là-bas? Et est-ce que peut-être elles pensent à mettre fin à leurs activités sur place? Oui, on peut dire que la situation est sécurisée. On peut peut-être se baser par exemple sur le site internet du ministère français des Affaires étrangères qui appelle à la prudence lorsque on se déplace vers Hong Kong. Un titulaire d'un passeport normal peut venir faire du tourisme à Hong Kong. Il n'y a pas de visa, il peut séjourner 90 jours. De plus, on n'a pas noté d'agressivité de part et d'autre vis-à-vis de touristes, à part peut-être lorsque l'aéroport a été immobilisé par les manifestants et qu'il y a eu des heurts assez violents, notamment au mois d'août. Mais c'était les vacances, rappelons-nous que le cœur des manifestants est composé d'étudiants. Donc on a un rythme avec des manifestations le week-end, un petit peu le soir en semaine et pendant les vacances scolaires. Mais pour tout dire, est-il vraiment opportun d'aller faire du tourisme actuellement à Hong Kong? Ce qui nous amène à la situation économique. Le tourisme, justement, 40% de baisse de fréquentation. Le commerce de détail, 25% de baisse au dernier trimestre. Ensuite, import-export, baisse de 10%, à tel point que le secrétaire à l'économie pour la région administrative spéciale de Hong Kong a lancé un plan de soutien à l'économie de 200 millions d'euros. Pour les sociétés, je dirais c'est surtout les sociétés liées au tourisme, les petits commerces qui sont impactés. D'autant plus que, on parlait d'une radicalisation des manifestations, certaines enseignes sont prises pour cible par les manifestants, soit parce qu'elles sont de Chine continentale, et là il y a un côté identitaire de certains manifestants par opposition aux Chinois, et en plus certaines enseignes sont suspectes de complicité avec Pékin parce qu'elles ne soutiennent pas le mouvement, parce qu'elles prennent des sanctions vis-à-vis de leurs employés qui vont manifester. Donc voilà, sur les grandes sociétés, pour l'instant dans le domaine de l'économie et de la finance, il n'y a pas d'impact. Mais il n'y a pas à vue de fin à cette crise. On ne sait pas, puisque de part et d'autre il n'y a pas de marge de négociation, on ne sait pas combien de temps va durer ce mouvement. Merci beaucoup Vincent. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner au AS Molabs TV.